Mon reflet dans le miroir de la cabine d'essayage me semblait étranger. À 64 ans, j'avais depuis longtemps pris l'habitude des tenues qui mettent la silhouette en valeur. Pendant des décennies, j'avais choisi des pantalons pratiques et des blouses amples, des vêtements confortables pour le travail, pas pour me faire remarquer, mais aujourd'hui, je me tenais devant le miroir dans une robe bleu foncé ornée d'une délicate broche qui coûtait plus cher que ce que je dépensais habituellement pour mes vêtements en 6 mois. Elle vous va à merveille. Madame Dubois a souri l'employé du magasin, ajustant les plis de la robe. La couleur met vos yeux en valeur. Oui. J'ai hoché la tête. Peu habituée aux compliments, aujourd'hui, pourtant, j'avais envie d'y croire. Après tout, je me préparais pour le mariage de mon fils unique. Étienne allait épouser sa Claire dans 2 semaines. Et malgré notre relation compliquée, je voulais avoir une allure digne. Je la prends, ai-je dit. Retournant dans la cabine pour me changer, après avoir payé la robe, je suis sortie de la boutique, le sac à la main, et me suis dirigée vers le marché aux fleurs de Saint-Émilion, où l'air embaumé de roses, de lavande et de lys fraîchement coupés. Les étals colorés s'alignaient le long de la place, et les marchands appelaient les passants avec des sourires chaleureux. J'ai acheté un petit bouquet de pivoine pour décorer ma table ce soir, un rituel que j'aimais depuis toujours. En traversant la place, je regardais les couples flâner main dans la main, me demandant si Étienne et Claire auraient un jour ce genre de complicité. À 14 heures, je suis arrivée au bureau de Fleurs d'amour, situé dans un élégant bâtiment en pierre près du clocher de l'église. Léa, une jeune femme charmante, m'a accueillie dans une salle décorée de photos de mariage somptueux. Bonjour, Madame Dubois. Nous avons préparé tous les documents que vous avez demandés, a-t-elle dit, disposant les dossiers sur la table. Êtes-vous sûr de vouloir garder votre participation confidentielle? J'ai acquiescé. C'était une condition préalable dès le départ. Oui, Étienne et Claire ne doivent pas savoir que je couvre la plupart des frais. Ils pensent que ce sont les parents de la mariée qui payent tout. Léa a semblé perplexe. Cela ne devait pas arriver souvent dans sa pratique. Habituellement, les parents rivalisent pour se vanter de leur générosité, pas pour la cacher. C'est juste que mon fils et moi, nous avons une relation compliquée. Ai-je expliqué, bien que je n'y étais pas obligée. Il n'accepterait pas l'argent directement de ma part. Il pense que cela nuirait à son autorité devant sa fiancée. Je n'ai pas raconté toute l'histoire. Comment? Après la mort de mon mari, il y a 16 ans, j'avais monté une entreprise et élevé mon fils seul. Comment Étienne avait commencé à avoir honte de ses origines quand il était entré à l'université? Comment? Au fil des ans, il s'était de plus en plus éloigné, me trouvant trop simple, pas assez éduqué pour son nouveau cercle social, et quand j'ai vendu la chaîne de laverie il y a 5 ans pour une somme respectable, son intérêt pour moi s'était soudain ravivé, mais uniquement pour mon argent, pas pour moi. Tout restera confidentiel. Comme convenu, m'a assuré Léa. Voici les documents pour le banquet. La location, le photographe, les décorations et les musiciens. J'ai examiné chaque feuille. C'était beaucoup d'argent, plus de 80 000 euros, mais je pouvais me le permettre. Étienne était mon fils unique. Et malgré nos différends, je voulais que son mariage soit magnifique. Vous savez qu'en cas d'annulation moins d'une semaine avant l'événement, nous ne pourrons pas vous rembourser intégralement. N'est-ce pas? A demandé Léa, me tendant un stylo. Je comprends. J'ai signé le dernier document, mais personne ne va annuler le mariage. Ce jour-là, j'étais loin d'imaginer à quel point ces mots seraient ironiques plus tard. 2 semaines ont passé rapidement. Pendant tout ce temps, Étienne ne m'a jamais appelé, ne m'a jamais demandé si j'allais au mariage. Je n'avais pas non plus reçu d'invitation officielle, mais j'étais sûre que c'était juste un malentendu. Après tout, qui n'invite pas sa propre mère à un mariage. Le matin du jour du mariage était ensoleillé. Je me suis levée tôt. J'ai pris une longue douche, coiffé mes cheveux encore épais, bien que complètement gris. J'ai enfilé la robe que j'avais achetée et appliqué un maquillage léger. J'ai glissé le cadeau de lune de miel, un chèque d'une somme conséquente, dans une enveloppe élégante. L'hôtel Château de Lumière, où se tenait la cérémonie, était le plus luxueux de Saint-Émilion. Je me suis garée sur le parking parmi les voitures coûteuses et, pendant un instant, j'ai ressenti une hésitation. Peut-être aurais-je dû prendre un taxi plutôt que d'arriver dans ma vieille Toyota. Non, c'était ridicule. J'avais toujours été une femme pratique et je n'allais pas changer pour l'opinion des autres.
Le hall de l'hôtel était bondé. Les invités en costumes élégants et robes chics se tenaient en groupe, discutant et riant. Je regardais autour de moi, cherchant des visages familiers. La plupart des personnes présentes m'étaient inconnues, probablement des amis et parents de Claire. Au fil des ans, Étienne m'avait à peine présenté à son entourage. Mamie. Soudain, j'ai entendu un cri joyeux et me suis retournée. Amélie, ma petite fille de 2 ans, issue du premier mariage d'Étienne avec sa première femme, courait vers moi, à grande, élancée, avec mes yeux bleus et les cheveux noirs de son père. Amélie était la seule à vraiment garder contact avec moi. Tu es venue. M'a-t-elle enlacée? Je suis tellement contente. J'avais peur que tu décides de ne pas venir à cause de... Elle n'a pas fini sa phrase. Mais je savais ce qu'elle voulait dire. À cause de ma relation tendue avec Étienne, comment pourrais-je manquer le mariage de mon propre fils? Aïe, j'ai souri. Tu es magnifique, ma chérie. Amélie portait une robe de demoiselle d'honneur bleu pâle. Elle a ajusté ses cheveux et regardé autour d'elle. Viens, je vais te présenter aux autres, a-t-elle proposé. Mais à ce moment, Étienne s'est approché de nous. Mon fils semblait tendu malgré l'ambiance festive. À 42 ans, il restait un homme séduisant. Grande, mince, avec une barbe soigneusement taillée qui commençait à grisonner. Ses yeux, copie exacte de ceux de son défunt père, me regardaient avec une irritation mal dissimulée. Maman, a-t-il dit, comme s'il n'en croyait pas ses yeux. Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais déconcertée. Ce n'était pas l'accueil auquel je m'attendais. Je suis venue à ton mariage. Bien sûr. Étienne a regardé autour de lui nerveusement, puis m'a prise par le coude et m'a entraînée à l'écart des autres invités. Écoute, a-t-il commencé à voix basse mais ferme? Je pensais qu'on en avait parlé. Tu n'es pas sur la liste des invités. Je l'ai fixé sans comprendre. Nous n'avions rien discuté. Il m'avait appelé 2 fois le dernier mois, et les 2 fois, la conversation avait été brève et formelle. De quoi parles-tu? Étienne. Comment pourrais-je ne pas être invité au mariage de mon propre fils? Il a soupiré, avec l'air d'un homme qui doit expliquer des évidences à un enfant. Maman. C'est un événement élitiste. Les parents de Claire sont là, leurs amis, nos collègues. Il a marqué une pause, cherchant ses mots. Je ne pense pas que tu serais à l'aise ici. À cet instant, j'ai réalisé qu'il ne m'avait pas simplement oublié, il ne voulait pas de moi ici exprès. Oui. Une femme qui avait passé sa vie à travailler de ses mains, à bâtir son entreprise de toutes pièces. Je n'étais pas à la hauteur de la société élitiste de sa nouvelle famille. Tu as honte de moi, ce n'était pas une question, mais une affirmation. Non, bien sûr que non, a répondu Étienne précipitamment, mais ses yeux disaient le contraire. C'est juste que Claire est très soucieuse que tout se passe parfaitement. Ses parents ont beaucoup investi. Et tu ne veux pas que ta mère de la laverie gâche l'expérience. Ai-je terminé pour lui? Maman, ne commence pas, a-t-il dit. Agacé, je te demande juste de comprendre. On peut se voir après la lune de miel, en petit comité. À cet instant, Claire s'est approchée de nous. Elle était éblouissante, à 38 ans. Minceur, avec un maquillage parfait et une coiffure impeccable, pourtant une robe d'un célèbre créateur, son visage affichait une surprise polie. Étienne. Chérie, tout va bien? A-t-elle demandé, me lançant un regard évaluateur. Oui, tout va bien. A-t-il répondu. Maman s'en allait. Claire a affiché un sourire feinte. Oh, Madame Dubois, quel dommage que vous ne puissiez pas assister à la cérémonie une autre fois. Peut-être. Elle parlait comme si ma visite était déjà terminée, comme si j'étais une simple connaissance venue dire bonjour. J'ai regardé Étienne, espérant qu'il intervienne, qu'il dise quelque chose pour me défendre. Mais il est resté silencieux, évitant mon regard. Je suis désolée, mais tu n'étais pas invité, a-t-il fini par dire doucement. S'il te plaît. Attends. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je ne les ai pas laissées couler. Pas ici. Pas devant eux, pendant des années. J'avais fermé les yeux sur son indifférence, trouvé des excuses, prétendu que tout allait bien. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est brisé complètement. Comme tu veux. Ai-je acquiescé, gardant mon calme? Félicitations à vous deux. Je me suis tournée pour partir, mais Amélie m'a attrapé le bras. Mamie, reste, s'il te plaît. Des larmes brillaient dans ses yeux. Je veux que tu sois là.
J'ai caressé doucement sa joue. Ça va, ma chérie, appelle-moi demain. Je me suis dirigée vers la sortie, sentant les regards des invités sur moi. Certains observaient notre conversation avec curiosité. Je me demandais ce qu'on leur avait dit. Savait-il que la mère du marié n'était pas invitée au mariage de son propre fils? En sortant de l'hôtel, j'ai pris une profonde inspiration d'air frais. Le soleil brillait toujours, mais j'avais l'impression que tout s'était assombri autour de moi. Je me suis dirigée vers ma voiture, les jambes raides, et me suis installée au volant. Pendant quelques minutes, je suis restée assise, fixant le vide, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Puis j'ai ouvert mon sac et sorti mon téléphone. L'heure à l'écran indiquait 16h20. La cérémonie devait commencer dans 40 minutes. Le banquet à 19h, tout payé d'avance par moi. J'ai regardé l'enveloppe avec le cadeau, encore dans mon sac. Puis j'ai démarré la voiture lentement et suis sortie du parking de l'hôtel Château de Lumière, où mon fils célébrait le début d'une nouvelle vie sans sa mère. Le trajet jusqu'à chez moi semblait interminable. Je conduisais en pilote automatique, remarquant à peine les feux de circulation et les autres conducteurs. Des bribes de phrases tournaient dans ma tête. Tu n'étais pas invité. Maman s'en allait. Événement élitiste. Chaque mot frappait comme une gifle sur les 4 ans de vie. Et voilà comment cela se terminait. J'étais chassée du mariage de mon propre fils comme une invitée indésirable. Ma rue, des vignes, m'a accueillie avec son calme habituel. De vieux vignes le long de la route, des maisons de classe moyenne bien entretenues. Rien n'avait changé ici depuis des décennies. Je me suis garée devant ma maison à un étage avec une clôture blanche et, pendant quelques minutes, je suis restée dans la voiture, incapable de me résoudre à sortir. C'était comme si, en restant à l'intérieur, je pouvais retarder le moment où je devrais affronter la réalité de ce qui s'était passé. Enfin, je suis sortie de la voiture et me suis dirigée vers le porche. Les clés tremblaient dans ma main lorsque j'ai ouvert la porte. En franchissant le seuil, j'ai enlevé mes chaussures et suis entrée dans le salon. La maison, où j'avais passé la majeure partie de ma vie, semblait étrangère et vide aujourd'hui. J'ai regardé les photos sur la cheminée. Étienne enfant, un garçon souriant avec une dent de devant cassée. Étienne adolescent avec un ballon de football. Étienne diplômé de l'université. Sur toutes les photos, il me souriait. Quand les choses avaient tel champ, à quel moment étais-je devenue un fardeau pour lui, une source de honte? J'ai pris une photo de mon défunt mari, Henri. Et moi, debout avec le petit Étienne sur la plage. Henri avait 38 ans à l'époque, j'en avais 33. Étienne en avait 8. Nous semblions si heureux, si ordinaires. Une simple famille de classe moyenne en vacances. Que dirais-tu maintenant, Henri? Aïe Momoré, passant mon doigt sur le visage de mon mari sur la photo. Que dirais-tu à ton fils? Mais Henri n'était plus là depuis 16 ans. Une crise cardiaque soudaine l'avait emporté quand Étienne avait 26 ans. Mon fils m'aimait encore à l'époque. Venait tous les week-ends. N'avait pas honte de ses origines. J'ai reposé la photo à sa place et me suis enfoncée dans le fauteuil. Henri et moi avions lancé notre petite entreprise, une laverie au coin de la rue des Vignes. Ensemble. Il s'occupait de l'équipement et des négociations. Je gérais le processus, l'organisation et la comptabilité quand il est parti. Tout est retombé sur moi d'un coup, mais j'ai réussi mieux encore. Au cours des 10 années suivantes, j'ai développé l'entreprise jusqu'à une chaîne de 7 laveries à travers Saint-Émilion. Dans le tiroir de la table de la cuisine, j'avais encore les chèques que j'avais écrits pour Étienne au fil des ans, pour la compte sur son appartement quand il a décidé de vivre seul, pour son mariage avec Véronique, la mère d'Amélie, les frais d'avocat lors de leur divorce, l'école privée d'Amélie, pour rembourser ses cartes de crédit quand il était temporairement dans une situation financière difficile. J'étais toujours là pour lui, toujours là mentalement et financièrement, mais avec chaque année qui passait, Étienne s'éloignait de plus en plus. Ses nouveaux amis, sa carrière dans l'assurance, son désir d'appartenir à la haute société, tout cela a progressivement creusé un fossé entre nous. Quand j'ai décidé de vendre l'entreprise il y a 5 ans, Étienne a soudain manifesté un intérêt sans précédent pour ma vie. Il venait me voir, appelait, s'enquérait de ma santé. Je n'étais pas naïve et réalisais qu'il s'intéressait principalement à l'argent de la vente. Mais je voulais croire qu'il y avait une réelle préoccupation derrière cet intérêt. La somme que j'ai reçue était en effet impressionnante.
2 300 000 euros, plus d'argent que je n'en avais jamais vu. J'ai acheté une nouvelle voiture, la même Toyota que j'ai conduite au mariage aujourd'hui, rénové la maison et placé le reste dans des investissements sûrs sur les conseils d'un conseiller financier. Étienne, en apprenant la somme, a proposé un plan d'affaires brillant. Il voulait que j'investisse dans une start-up d'un de ses amis. J'ai dit non. C'était trop risqué. Il s'est vexé, m'a traité de démodé, incapable de voir l'avenir. Je lui ai rappelé que mon côté démodé avait créé une entreprise prospère. Nous nous sommes disputés après cela. Ses visites sont devenues moins fréquentes, ses appels plus brefs. Quand il a annoncé ses fiançailles avec Claire il y a 8 mois, j'étais folle de joie. Je pensais que cette nouvelle phase de sa vie pourrait nous aider à réparer notre relation. Vieille naïve, le téléphone dans mon sac a sonné, me tirant de mes souvenirs. Le numéro de la banque est apparu à l'écran. Un appel hebdomadaire de mon gestionnaire personnel. Une procédure habituelle pour les clients avec de gros dépôts. Madame Dubois. Bonjour. J'ai entendu la voix enjouée de François. Je vous appelle pour vérifier que tout va bien avec vos comptes et investissements. Je suis restée silencieuse. Fixant l'horloge murale, la cérémonie a déjà commencé. Étienne et Claire échangent leurs vœux et dans 1 heure et demie, le banquet débutera. Un dîner somptueux pour 120 personnes avec des vins coûteux. De la musique live et une danse jusqu'au matin, tout payé par moi. Madame Dubois? Vous êtes là? A demandé François. Une cuillère. Oui. Je suis désolée. J'ai toussé. J'ai une question. François, si je veux annuler les paiements prévus dans les prochaines heures, est-ce possible? Techniquement, oui, s'ils n'ont pas encore été finalisés. De quel paiement parlons-nous? J'ai ouvert mon courriel et trouvé un email de l'agence de mariage détaillant les dépenses. Plusieurs transactions totalisant environ 80 000 euros. L'hôtel Château de Lumière, la maison du gourmet, le studio Lumière, l'atelier floral Rose éternelle. J'ai lu la liste, sentant la détermination grandir en moi à chaque mot. François est resté silencieux, visiblement surpris par ce tournant. Ce sont des sommes importantes. Madame Dubois, puis-je en connaître la raison? C'est pour payer les services du mariage de mon fils. Mais il y a eu des circonstances imprévues. J'ai marqué une pause. Je veux annuler tous les paiements immédiatement. Je comprends, a dit François prudemment. Mais je dois vous avertir qu'il peut y avoir des pénalités pour l'annulation. Je suis prête à assumer toutes les pénalités. L'ai-je interrompu? Faites ce qu'il faut. Il y a eu une pause. J'entendais François taper sur son clavier. D'accord. Je vois les paiements dans le système. La plupart sont programmés pour demain, donc nous avons le temps de les arrêter. Mais certains pourraient déjà être partiellement autorisés. Je vais contacter le back-office tout de suite. Merci, François. Encore une chose. J'ai réfléchi. Si j'annule les paiements, l'argent reste sur mon compte. Mais qu'en ferais-je? C'était pour Étienne, pour son nouveau départ heureux dans la vie. Une vie où je n'ai pas de place. J'aimerais ouvrir un compte fiduciaire au nom de ma petite fille, Amélie Dubois. Je veux y transférer ses fonds. Bien sûr. Madame Dubois. Cela peut être arrangé. Il nous faudra quelques documents. Mais nous pouvons commencer le processus aujourd'hui. Nous avons discuté des détails. Et François a promis de rappeler dès que les paiements seraient arrêtés. En terminant la conversation, je me suis sentie étrangement soulagée. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais agi de manière décisive, sans me plier à Étienne, sans fermer les yeux sur son attitude envers moi. Le prochain appel que j'ai passé était à l'agence de mariage. Léa a répondu après la 3e sonnerie. Fleur d'amour. Comment puis-je vous aider? Bonjour. Léa, c'est Marguerite Dubois. Oh, Madame Dubois. Elle semblait surprise. Le mariage a déjà commencé. Tout se passe comme prévu. Voulez-vous clarifier quelque chose? Je vous appelle pour vous informer que j'annule tous les paiements liés au mariage. Il y a eu un silence. Puis Léa a ri nerveusement, comme si elle avait entendu une mauvaise blague. Pardon. Quoi? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Non. Léa, je viens de contacter la banque. Toutes les transactions seront arrêtées. Mais c'est impossible. Sa voix tremblait. La cérémonie est en cours.
Les invités sont réunis. Le banquet commence dans 1 heure environ. Vous ne pouvez pas simplement, je peux. Ai-je dit fermement, et je le fais. Il y a une clause de force majeure dans notre contrat. Madame Dubois, s'il vous plaît, parlons-en. Que s'est-il passé? Peut-être pouvons-nous trouver une solution. Oh, il y a une solution. Léa, les paiements sont annulés. Mais les fournisseurs, le lieu, ça va être un scandale. Il y avait de la panique dans sa voix. Ce n'est pas mon problème. Je pouvais presque sentir physiquement Léa essayer de rassembler ses pensées à l'autre bout du fil. D'accord. Je dois informer les mariés. Allez-y, ai-je répondu d'une voix ferme. Dites-leur que leur sponsor a retiré son financement. Mais ils pensent que ce sont les parents de la mariée qui ont payé, s'est exclamée Léa. Comment vais-je expliquer? Et ce n'est pas mon souci. J'ai marqué une pause. Vous pouvez leur dire la vérité. Cependant, que la mère du marié, qui n'a pas été invitée au mariage, payait pour leur fête. Mon Dieu, a murmuré Léa, je suis désolée. Je ne savais pas. Maintenant, vous savez? Bonne journée, Léa. J'ai mis fin à l'appel et posé le téléphone sur la table. Mes mains tremblaient, mais pas d'excitation ou de peur. C'était une étrange sensation de liberté, presque oubliée. J'avais laissé Étienne me manipuler pendant tant d'années, profitant de mon amour et de mon argent sans rien donner en retour. J'avais attendu de la gratitude, du respect, une simple chaleur humaine. Et je n'avais rien obtenu. Soudain, le téléphone a sonné à nouveau. Le nom d'Amélie est apparu à l'écran. J'ai pris une profonde inspiration et répondu « Mamie ». La voix de ma petite fille semblait inquiète. « Où es-tu? Pourquoi es-tu partie ?» J'ai fermé les yeux. Amélie était la seule personne qui comptait vraiment pour moi dans cette situation. « Ton père m'a demandé de partir. »« Ma chérie, il a dit que je n'étais pas invitée. »« Quoi ?» s'est-elle exclamée. « Ce n'est pas possible. » Il n'a pas pu dire ça. « Ici !» Amélie. Et il l'a fait. À l'autre bout du fil, il y avait un murmure étouffé de voix. La cérémonie était apparemment terminée, et les invités se dirigeaient vers la salle de banquet. C'est horrible. Mamie, je vais lui parler. Le faire s'excuser, il n'avait pas le droit de... Non, ma chérie, l'ai-je interrompu doucement. Ne gâche pas ta fête. Amuse-toi, danse. Profite de l'instant. Quelle fête! Il y avait des larmes dans sa voix. Comment puis-je m'amuser en sachant qu'on t'a traité comme ça? Ce n'est pas juste. Il y a beaucoup de choses injustes dans la vie. Ma chérie, ce n'est pas la première fois. Et ce ne sera pas la dernière. Mamie. Amélie a soudain parlé plus bas, presque en chuchotant. Il se passe quelque chose d'étrange ici. Le directeur de l'hôtel discute avec papa et Claire à propos de quelque chose. Ils ont l'air très contrariés. Je n'ai pas répondu. Donc, François a déjà agi et les paiements sont bloqués. Ou Léa a annoncé la nouvelle aux organisateurs. Dans tous les cas, les répercussions de ma décision commencent déjà à se manifester. Mamie, tu es là, a demandé Amélie, inquiète. Oui, ma chérie, écoute, quoi qu'il arrive ce soir, souviens-toi que je t'aime et rien ne changera cela. Et tout me fait peur, a-t-elle ri nerveusement. On dirait que tu fais tes adieux. Non, bien sûr que non, l'ai-je rassuré. Je veux juste que tu saches que tu peux toujours compter sur moi. Toujours? Je sais. Mamie, je t'aime aussi. Il y avait des voix au téléphone appelant Amélie. Je dois y aller, a-t-elle dit rapidement. Je pense qu'il y a des problèmes avec le banquet qui commence. Je te rappelle plus tard. D'accord? Bien sûr, ma chérie. Vas-y. J'ai raccroché et me suis adossée dans mon fauteuil. C'est fait. Il n'y a pas de retour en arrière. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Pour la première fois depuis des années, j'ai cessé d'être un distributeur automatique invisible pour mon fils et commencé à me respecter. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était le nom d'Étienne qui s'affichait. J'ai fixé l'écran, regardant le téléphone vibrer sur le bureau. Une sonnerie. Une deuxième. Une troisième. Puis le silence. Après 1 minute, un message est arrivé. Maman, il faut qu'on parle d'urgence. Rappelle-moi. J'ai posé le téléphone face contre table. Je n'avais aucune envie de parler à mon fils. Du moins pas aujourd'hui, qu'il réalise d'abord ce qu'il a fait,
qu'il ressente au moins une partie de la douleur qu'il m'a causée. Je me suis levée du fauteuil et suis allée à la fenêtre. Le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel d'orange et de rose étrangement. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment vivante. C'était comme si je m'étais débarrassée d'un poids lourd que je portais depuis des décennies. Le téléphone a sonné encore et encore. Amélie frottait nerveusement le bracelet à son poignet, observant ce qui se passait. Ce qui avait commencé comme le mariage parfait de son père se transformait en catastrophe sous ses yeux. La salle de banquet de l'hôtel Château de Lumière était magnifique, nappée blanchée comme neige, lustres en cristal. Arrangements floraux exquis sur chaque table. Mais l'atmosphère festive s'était évaporée, laissant place à la tension et à la confusion. Dans un coin de la salle, son père, Étienne Dubois, discutait vivement avec le directeur de l'hôtel, un homme petit et corpulent en costume strict, clair. Sa nouvelle épouse se tenait à proximité, son maquillage parfait ne parvenant pas à cacher l'expression de panique sur son visage. Il doit y avoir un malentendu, a entendu Amélie son père dire. Les paiements ont été confirmés il y a une semaine. Le directeur de l'hôtel a secoué la tête. Et Dubois. Je viens de recevoir une notification de notre service financier. Le paiement a été retiré. Nous ne pouvons pas fournir de service sans paiement. Mais c'est absurde. La voix de Claire était forte. Vérifiez encore. Il y a une erreur. Les invités sont déjà réunis. On ne peut pas annuler le banquier. Amélie a regardé autour d'elle. En effet, environ 120 invités s'étaient déjà rassemblés dans la salle. Beaucoup étaient assis aux tables. Se regardant avec perplexité, d'autres se tenaient en groupe, parlant doucement et jetant des regards curieux en direction de la dispute, les parents de Claire. Un couple élégant dans la soixantaine. Se sont séparés de leur groupe et se sont dirigés vers leur fille. Que se passe-t-il a demandé le père de Claire, Philippe Garnier, un homme grand aux cheveux gris avec un visage autoritaire. Pourquoi le champagne n'est-il pas servi? Claire s'est tournée vers lui avec une expression de désespoir. Papa, il y a un malentendu avec le paiement. Ils disent que les paiements ont été retirés. Retirés. Philippe a froncé les sourcils. Quel paiement? Chut. Amélie a vu Étienne et Claire échanger un regard rapide. À cet instant, une femme est entrée dans la salle avec un porte-bloc à la main, son badge l'identifiant comme représentante de l'agence de mariage. Et Madame Dubois a-t-elle adressé aux mariés? Je dois vous parler d'urgence. Ils se sont écartés, formant un petit cercle. Amélie, sur une impulsion soudaine, s'est rapprochée discrètement pour entendre la conversation. Tous les paiements ont été retirés par le principal sponsor. Disait la femme de l'agence. Nous avons essayé de contacter la banque, mais la décision est définitive. Le principal sponsor a interrompu Étienne. De quoi parlez-vous? Qui est le principal sponsor? La femme semblait confuse. Votre mère. M. Dubois. Marguerite Dubois. Elle a payé la plupart des frais du mariage. Amélie a à peine retenu un soupir de surprise. Mamie. Mamie était celle qui avait financé tout ce luxe. Le visage d'Étienne a pâli, puis s'est immédiatement empourpré de colère. Quel genre d'absurdité est-ce? Oh, chiche. Ma mère n'a rien payé. Tout était financé par les parents de Claire. Philippe Garnier, entendant son nom, s'est approché. De quoi parlez-vous? Étienne. Hélène et moi n'avons payé que pour le dîner d'avant-mariage. Vous avez dit que vous vous occupiez des frais principaux. Claire était maintenant pâle. Elle regardait son mari avec de grands yeux. Étienne. De quoi parle-t-il? Amélie a vu son père déglutir. Sa pomme d'Adam tressautant, il a sorti son téléphone portable et a commencé à composer un numéro. S'éloignant du groupe, Amélie était sûre qu'il appelait sa grand-mère. Elle a profité du moment de confusion générale et s'est glissée par les portes vitrées sur la terrasse de l'hôtel. Elle devait appeler sa grand-mère immédiatement. Sortant son téléphone, elle a composé un numéro familier. Mamie, a-t-elle demandé quand Marguerite a répondu. C'est un cauchemar total ici. Que se passe-t-il? Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis Mamie a soupiré doucement. Je suppose qu'ils ont découvert que j'ai annulé les paiements. Donc, c'est vrai. Amélie a baissé la voix, même s'il n'y avait personne sur la terrasse. Tu as payé pour le mariage de papa, mais pourquoi en secret? Ton père n'aurait pas accepté mon aide directement. Ma chérie, tu sais à quel point notre relation est compliquée. Il voulait organiser un mariage somptueux pour Claire.
Mais il n'en avait pas vraiment les moyens. Amélie s'est appuyée contre la balustrade de la terrasse. L'air du soir était chaud. Et quelque part au loin, le soleil se couchait, colorant le ciel de rose et d'or. Une si belle soirée pour un événement si terrible. Mais pourquoi as-tu annulé les paiements? A-t-elle demandé, bien qu'au fond, elle connaissait déjà la réponse. Parce que ton père m'a chassée de mon propre mariage, a répondu Marguerite simplement. Il a dit que je n'étais pas invitée, que je ne correspondais pas à leur événement élitiste. Amélie a fermé les yeux. Elle aimait son père. Mais parfois son snobisme et son désir de paraître meilleur qu'il ne l'était dépassaient toutes les limites. C'est horrible. Mamie, pardonne-lui, s'il te plaît. Ce n'est pas une question de pardon. Amélie, c'est une question de respect. J'ai soutenu ton père pendant des années. Lui ai donné de l'argent quand il en avait besoin. Et tout ce que je demandais en retour était un peu d'attention et de gratitude. Mais pour lui, je n'étais jamais assez bien, pas assez éduquée, pas assez raffinée. Amélie a entendu un bruit derrière elle et s'est retournée. À travers les portes vitrées, elle voyait le chaos se dérouler dans la salle de banquet. Les employés de l'atelier Floral Rose Éternel enlevaient les arrangements des tables et les rangeaient dans des boîtes. Les serveurs retiraient les verres et les couverts. Les invités se regardaient perplexes. Certains commençaient déjà à se préparer à partir. Mamie. L'endroit s'effondre, a dit Amélie. Revenant à la conversation. Les fleurs sont enlevées. Le traiteur remballe la nourriture. C'est un cauchemar. Je suis désolée que tu doives assister à cela. Ma chérie, la voix de Marguerite semblait sincèrement regretter. Tu ne mérites pas d'être entraînée dans cette situation. Ce n'est pas à propos de moi. Amélie a secoué la tête, bien que sa grand-mère ne puisse pas le voir. C'est juste, c'est tellement humiliant pour papa et Claire. Tous les invités voient leur mariage parfait s'effondrer. Parfois, les leçons sont dures. A dit Marguerite doucement, mais elles sont nécessaires. Encore un bruit a attiré l'attention d'Amélie. À travers le verre, elle a vu son père, rouge de colère, discuter furieusement avec le responsable du traiteur. Claire, à côté de lui, semblait sur le point de pleurer, ses cheveux soigneusement coiffés commençant à se défaire. Son maquillage abîmé. Papa est furieux, a rapporté Amélie. Il crie sur tout le monde, et Claire a l'air de vouloir éclater en larmes. Ton père a toujours mal géré les difficultés, a soupiré Marguerite. Quand les choses ne se passent pas selon son plan, il perd son sang-froid. À cet instant, Amélie a remarqué Étienne sortir à nouveau son téléphone et taper furieusement sur l'écran. Une seconde plus tard, le téléphone de Marguerite a sonné. C'est papa qui t'appelle, a dit Amélie. Je vois ça, a répondu mamie. C'est la 5e fois en une demi-heure. Je ne répondrai pas. Il ne se calmera pas tant qu'il ne t'aura pas parlé. Qu'il se calme d'abord. Ça ne sert à rien de lui parler comme ça. Amélie est retournée dans la salle. La situation empirait sous ses yeux. Le directeur de l'hôtel exigeait maintenant que les invités quittent la salle si la facture n'était pas payée dans les 30 minutes. Les parents de Claire semblaient choqués et embarrassés. Philippe Garnier discutait vivement avec Étienne, pointant un doigt sur sa poitrine. « Mamie, les parents de Claire se disputent avec papa maintenant, » a dit Amélie dans le téléphone. Apparemment, il leur a dit qu'il payait tout lui-même, et il ne savait même pas que tu cofinançais. Ton père n'a jamais manqué une occasion de paraître plus prospère qu'il ne l'était vraiment. La voix de Marguerite était amère. Il voulait toujours impressionner les bonnes personnes. Oui, Amélie s'est rapprochée de la dispute, essayant de rester discrète. Tu avais juré que tu prendrais en charge toutes les dépenses, a dit Philippe avec colère. Tu disais que ton affaire prospérait, et maintenant il s'avère que tout ce temps, ta mère payait secrètement pour ton mariage, une mère que tu n'as même pas invitée. Ce n'est pas vrai, s'est défendu Étienne. Je n'avais aucune idée qu'elle s'était mêlée de ça. C'est un malentendu. On malentendu, Philippe a ricané avec mépris. Le seul malentendu ici, c'est que ma fille a épousé un homme comme toi, Claire, qui se tenait la proximité, a finalement éclaté en larmes. Papa, s'il te plaît, pas ici, pas devant tout le monde, a-t-elle sangloté, mais il était trop tard. Les invités ne cachaient pas leur intérêt pour le drame qui se déroulait. Quelqu'un filmait même ce qui se passait avec son téléphone. Amélie imaginait avec horreur que les vidéos se répandraient sur les réseaux sociaux. Mamie, c'est terrible, a-t-elle murmuré dans le téléphone. Tout s'effondre.
Philippe a traité papa de menteur devant tous les invités. Je suis désolée pour ça, a répondu Marguerite, et Amélie pouvait entendre le regret sincère dans sa voix. Mais ton père a fait son choix quand il a décidé que sa mère n'était pas assez bien pour sa nouvelle vie. À cet instant, le directeur de l'hôtel a tapé dans ses mains, attirant l'attention de tous. Mesdames et messieurs, a-t-il annoncé fort. En raison de circonstances imprévues, l'événement est annulé. Veuillez quitter la salle dans les 15 minutes. Une murmure de voix a traversé la salle. Les invités ont commencé à se rassembler, beaucoup s'approchant des mariés, exprimant leur perplexité et leur sympathie. Amélie a vu clair, couvrant son visage de ses mains, sortir en courant de la salle, accompagnée de sa mère. Étienne se tenait au milieu de tout ce chaos, confuse et humiliée. Ils ont annulé le banquet, a informé Amélie sa grand-mère. Ils demandent à tout le monde de partir. Je comprends, a répondu Marguerite doucement. Toi aussi, ma chérie. Tu ne devrais pas rester là. Aide papa. Je ne peux pas le laisser dans cette situation. Tu es sous une bonne file. Amélie, plus gentille qu'il ne le mérite. Mais parfois, les gens doivent affronter seuls les conséquences de leurs actes. Amélie a hésité. Elle était déchirée par des sentiments contradictoires. D'un côté, elle comprenait sa grand-mère. La manière dont Étienne l'avait traitée aujourd'hui était impardonnable. D'un autre côté, c'était son père. Et le voir si brisé était douloureux. À cet instant, Étienne l'a remarqué et s'est dirigé vers elle, le visage tordu de colère. Tu lui parles a-t-il demandé, pointant le téléphone dans sa main. Laisse-moi lui parler. Amélie a instinctivement reculé d'un pas. Papa, ce n'est pas le moment. Donne-moi le téléphone, a-t-il presque crié, tendant la main. Mamie, papa veut te parler, a dit Amélie rapidement dans le récepteur. Il est très en colère. J'entends, a répondu Marguerite. Ne lui donne pas le téléphone si tu ne veux pas, mais s'il insiste, je suis prête à lui parler. Étienne a arraché le téléphone des mains de sa fille avant qu'elle ne puisse prendre une décision. Maman, a-t-il crié dans le récepteur. Qu'est-ce que tu as fait? Bon sang. Tu te rends compte que tu as ruiné mon mariage. Amélie n'entendait pas ce que sa grand-mère répondait. Mais elle a vu le visage de son père passer de la fureur au choc, puis revenir à la colère. Comment as-tu pu? Sa voix tremblait. Comment as-tu pu m'humilier comme ça devant tout le monde? Devant les parents de Claire? Devant nos amis? Ou ne pause. Puis, c'est complètement différent. Oui, je t'ai retiré de la liste des invités, mais ce n'est pas une raison pour me saboter comme ça. Tu l'as fait par vengeance, admets-le. Une autre pause, plus longue que la précédente. Le visage d'Étienne devenait de plus en plus pâle. Non, tu ne comprends pas, je ne peux pas te payer maintenant. Je n'ai pas ce genre d'argent en liquide. Et la banque n'est pas ouverte ce soir. Amélie a vu son père écouter, ses épaules s'affaissant progressivement, comme si l'air s'échappait de lui. S'il te plaît, maman. Il y avait maintenant une supplication dans sa voix. Rends les paiements. Nous pouvons discuter de nos différends plus tard. En ce moment, ma réputation, mon mariage. Tout est en jeu. Il a écouté encore un moment, puis son visage s'est tordu de rage. Il a crié quelque chose de dur et a jeté le téléphone à Amélie. Elle l'a à peine rattrapé à temps. Mamie, a-t-elle demandé prudemment. Pourtant, le téléphone à son oreille. Tu es là. Oui. Ma chérie. La voix de Marguerite était fatiguée mais calme. Je crains de ne pas avoir pu aider ton père. Il est furieux. Amélie regardait Étienne gesticuler furieusement en parlant au directeur de l'hôtel. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il a toujours eu un caractère. A soupiré Marguerite. Même enfant. Dès que quelque chose n'allait pas selon son plan, il faisait des crises. Étienne a sorti son téléphone à nouveau et a commencé à appeler quelqu'un. À en juger par ses gestes et son expression, la conversation était tendue. Je pense qu'il essaie de trouver de l'argent, a dit Amélie. Il appelle des gens qu'il connaît. Je suppose que ça ne servira à rien, a répondu Marguerite. Il faudrait beaucoup d'argent pour couvrir toutes les dépenses. Ton père n'a pas d'amis assez riches pour lui prêter 80 000 euros sans préparation. Amélie a ajouté. 80 000 euros, c'est ce que le mariage a coûté. Ton père et Claire voulaient impressionner les parents de la mariée et leurs amis haut placés. Ce genre d'impression coûte cher. La salle était presque vide.
La plupart des invités étaient déjà partis. Le personnel de l'hôtel rangeait les dernières décorations et la vaisselle. Claire est revenue dans la salle, accompagnée de ses parents. Ses yeux étaient rouges de larmes, son maquillage complètement ruiné. Elle a réprimandé Étienne avec colère, qui semblait complètement perdu. On dirait que leur mariage ne tiendra pas, a dit Amélie tristement. Claire est furieuse. Ses parents aussi. Si leur relation ne survit pas à la première épreuve, alors elle n'était pas aussi solide qu'il y semblait, a dit Marguerite philosophiquement. Le directeur de l'hôtel s'est approché d'Étienne et lui a dit quelque chose, pointant sa montre. Étienne a hoché la tête, ses épaules s'affaissant enfin. Il faut partir, a dit Amélie. Le directeur ne demande plus. Il exige. Oh, où loges-tu a demandé Marguerite. As-tu un endroit où rester? Oui. J'ai une chambre dans le même hôtel. Il est censé y avoir un brunch familial demain. Oh, c'est bien. D'accord. Reste là. Ne retourne pas chez ton père ce soir. Il a besoin de temps pour se calmer. Amélie a hoché la tête, bien que sa grand-mère ne puisse pas le voir. D'accord, mamie? Je vais faire ça. Ah, hâte. Amélie. Oui. Je t'aime, ma chérie. Ce qui s'est passé entre moi et ton père n'a aucun effet sur mes sentiments pour toi. Amélie a senti une boule dans sa gorge. Je t'aime aussi, mamie. Je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Vraiment. Elles se sont dit au revoir. Et Amélie a rangé son téléphone dans son sac. La salle était presque vide. Étienne se tenait près de la sortie, tapant frénétiquement quelque chose sur son téléphone. Claire et ses parents étaient déjà partis. Le mariage, qui était censé être le début d'une nouvelle vie heureuse, était terminé avant même d'avoir commencé. Amélie s'est approchée de son père. Papa, a-t-elle dit doucement. Sortons, dit. Il a levé les yeux vers elle et elle a été frappée par le désespoir dans son regard. Elle a tout ruiné, a-t-il dit d'une voix rauque. Par vengeance. Pure vengeance. Amélie a secoué la tête. Non, papa. Tu as tout ruiné toi-même quand tu as chassé ta propre mère du mariage. Elle s'est tournée et s'est dirigée vers la sortie, laissant son père seul dans la salle de banquet vide parmi les restes de la fête ratée. Je me suis réveillée au son de coups bruyants à la porte. Au début, j'ai cru que c'était un rêve, mais les coups ont repris. Insistance. En colère. En regardant l'horloge, j'ai vu qu'il n'était que 7 heures du matin qui pouvait venir si tôt. Les coups se sont transformés en un tambourinement, et j'ai entendu la voix d'Étienne. Maman? Ouvre tout de suite. Je sais que tu es là. Je me suis levée lentement du lit après les événements d'hier. Je me sentais étrangement calme, sans peur, sans regret, juste une confiance tranquille que j'avais fait ce qu'il fallait. En enfilant mon peignoir, je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Étienne continuait de frapper si fort que la porte semblait sur le point de sortir de ses gonds. Les voisins devaient être réveillés par le bruit maintenant. Eh bien, qu'ils entendent quel genre de fils j'ai. J'ai ouvert la porte et regardé Étienne en silence. Il avait l'air épouvantable, un costume froissé, les cheveux en désordre, les yeux rouges, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Il l'avait probablement passé éveillé. Toi, a-t-il pointé un doigt sur moi, se frayant un chemin dans la maison. Tu as ruiné ma vie. J'ai fermé la porte doucement et me suis tournée vers lui. Bonjour, Étienne. Ai-je dit d'une voix égale. Tu es matinal. Ne t'avise pas. A-t-il presque crié. Ne t'avise pas de rester là et de faire comme si rien ne s'était passé. Je suis passée devant lui pour aller dans la cuisine. J'avais besoin d'un café avant cette conversation. Je me souviens exactement de ce qui s'est passé, ai-je dit, remplissant la bouilloire d'eau. Tu m'as demandé de quitter ton mariage. Et j'ai annulé les paiements que je faisais pour ta célébration. Tu avais tout prévu. Étienne m'a suivi. Tu as payé tout ça en secret exprès pour pouvoir te venger. Tu savais que je ne voulais pas de toi au mariage. J'ai mis la bouilloire sur le feu et me suis tournée vers mon fils. Non, Étienne. Quand j'ai arrangé ça avec l'agence il y a 2 mois, je n'avais aucune idée que tu ne m'inviterais pas. Quelle mère supposerait une telle chose? Il est resté silencieux un instant, mais s'est vite repris. Tu aurais dû dire que tu payais. C'est manipulatif d'agir dans mon dos. Aurais-tu accepté mon argent si je te l'avais proposé directement? Étienne a détourné les yeux. C'est une autre question. Le fait est que tu as ruiné mon mariage, m'a humilié devant tous les invités, devant les parents de Claire.
La bouilloire a sifflé, je l'ai retirée du feu calmement et ai commencé à préparer le café. Tu en veux? Lui ai-je demandé. Non. A-t-il frappé du poing sur la table? Je ne suis pas venue pour un café. Je veux savoir pourquoi tu m'as fait ça. Je me suis assise à la table avec une tasse dans les mains et à regarder mon fils attentivement. Pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi m'as-tu chassé de ton propre mariage? Pourquoi as-tu dit que je n'étais pas invitée? Pourquoi avais-tu honte de moi devant tes invités élitistes? Je n'avais pas honte. A-t-il marmonné sans conviction? C'est juste. C'est juste que le mariage était prévu pour un certain cercle, un cercle dont ta mère ne fait pas partie. Ai-je terminé pour lui? Parce que je suis une femme simple qui a travaillé de ses mains toute sa vie, parce que je n'ai pas d'éducation universitaire ou de relations dans la haute société, parce que je t'embarrasse avec mes origines. Étienne semblait vouloir objecter, mais ne trouvait pas les mots. Finalement, il a juste agité la main. Peu importe. Ce qui est fait est fait. Mais tu dois réparer ça. J'ai haussé les sourcils. Réparer. Comment? Range les paiements. A-t-il lâché? Appelle la banque, l'agence, tous les fournisseurs. Dis-leur que c'était une erreur. J'ai siroté mon café, sentant son amertume sur ma langue. C'est trop tard. Étienne. L'argent est revenu sur mon compte. J'ai reçu la confirmation de la banque hier soir. Alors fais de nouveaux paiements. Il a commencé à faire les 100 pas dans la cuisine. Claire est hystérique. Ses parents menacent de couper tout contact avec nous. On a dû passer la nuit dans un motel bon marché parce que l'hôtel a refusé de nous donner une chambre. Je l'observais, me souvenant du petit garçon qui se déchaînait dans la pièce comme ça quand il n'obtenait pas le jouet qu'il voulait. Tant d'années ont passé et rien n'a changé. Où prévoyez-vous de passer votre lune de miel? Ai-je demandé. Étienne s'était arrêté et m'a regardé avec suspicion. Quel rapport? Monsieur l'Italie. 2 semaines. Le vol part demain. Je veux dire, il était censé partir demain. Et qui a payé pour le voyage? Il a froncé les sourcils. Moi. Bien sûr. Claire et moi l'avons payé nous-mêmes. Non. J'ai secoué la tête. J'ai payé pour ça aussi. Par la même agence. Tout était inclus dans le total. Étienne s'est figé, son visage changeant. Il s'est lentement affalé sur la chaise en face de moi. Que veux-tu dire? Sa voix était plus basse. Quel est le montant total? J'ai soupiré. 86 400 euros? C'est ce que ton mariage et ta lune de miel en Italie ont coûté, Étienne. Et tout a été payé par moi. Il m'a fixé, les yeux écarquillés. C'est impossible. Tu ne pouvais pas. Où as-tu trouvé cet argent? Bob, j'ai vendu l'entreprise il y a 5 ans. Tu te souviens? Pour 200 000 € j'ai investi la plupart, vivant des intérêts. Je pouvais me permettre de dépenser une partie pour le mariage de mon fils unique. Étienne était assis là, abasourdi par cette information. Je pouvais voir son esprit réévaluer la situation, sa mère, qu'il pensait être juste une vieille dame avec une petite pension, s'avérait être une femme riche, capable de payer un mariage somptueux et des vacances en Italie. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? A-t-il fini par demander. Pourquoi as-tu caché que tu avais de l'argent? Je ne l'ai pas caché, ai-je répondu calmement. Tu n'as jamais demandé, tu ne t'intéressais qu'à la somme que tu pouvais obtenir de moi. Tu te souviens de cette start-up de tes amis? Tu voulais que j'investisse 200 000 € sans expliquer précisément de quoi il s'agissait. C'était un projet prometteur. S'est-il défendu, on aurait pu tripler notre investissement. Ou tout perdre? J'ai choisi des options plus fiables. Et comme tu peux le voir, je n'ai pas échoué. Étienne semblait confus, sa colère cédait lentement à la confusion, étonnamment, à un certain respect. Il me regardait avec des yeux nouveaux, comme s'il me voyait pour la première fois non seulement comme une mère, mais comme une femme indépendante et prospère. Ce moment d'illumination n'a pas duré longtemps. En 1 minute, son visage a repris l'expression calculatrice que je connaissais si bien. Il s'est penché sur la table vers moi. Maman. Sa voix est devenue douce, presque affectueuse. Je comprends que tu aies été blessée. Et tu avais le droit de l'être. J'ai eu tort de ne pas t'inviter. C'était une erreur. J'ai attendu en silence qu'il continue. C'était une tactique que je connaissais bien aussi. D'abord admettre la faute, puis passer à la demande. Mais tu ne veux pas que mon mariage commence par un tel scandale. N'est-ce que pas? A-t-il poursuivi. Pense à Claire. Ce n'est pas sa faute. Et aux parents de Claire. Ce sont des gens influents.
Ils peuvent m'aider. Et t'aider à l'avenir. Comment pourrait-il aider une vieille femme comme moi? AIG demandait avec une touche d'ironie. Étienne n'a pas vu le piège. Philippe a des relations dans tous les domaines. Si tu as besoin d'un bon médecin, d'une place dans la meilleure maison de retraite, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Une maison de retraite. Vraiment, Étienne. J'ai 64 ans, je suis en bonne santé. Et j'ai assez de capital pour vivre confortablement le reste de ma vie. Pourquoi aurais-je besoin d'une maison de retraite? Il était embarrassé, mais s'est vite repris. Je donnais juste un exemple. Le fait est que nous serions tous mieux lotis si tu rectifiais la situation. Rends l'argent. Et nous pouvons organiser un nouveau dîner de mariage, avec toi présente. Je t'inviterai personnellement, je te mettrai à la place d'honneur. J'ai posé ma tasse vide et secoué la tête. Non, Étienne, l'argent ne reviendra pas pour le mariage. Son visage a changé instantanément. Le masque de bienveillance est tombé, laissant place à la colère. Que veux-tu dire? Non. Tu ne peux pas simplement dire non. C'est mon mariage. Ma réputation est en jeu. J'ai déjà disposé de l'argent. Et je dis calmement. Il ira pour l'éducation d'Amélie. Étienne s'est figé. Quoi? Hier soir, j'ai ouvert un fonds fiduciaire au nom d'Amélie. 80 000 euros seront disponibles pour payer ses études. Université, master, peut-être un doctorat. Elle a 22 ans, toute la vie devant elle. Maman, tu ne peux pas faire ça. S'est-il indigné? Cet argent était destiné à mon mariage. C'était pour ton bonheur. L'ai-je corrigé? Mais tu as clairement montré que ton bonheur ne m'incluait pas. Alors j'ai trouvé un meilleur usage pour cet argent. Étienne s'est levé d'un bond de sa chaise, le visage rouge de colère. Tu fais ça par rancune. Par vengeance. Tu veux ruiner ma vie? Je me suis levée aussi, regardant mon fils droit dans les yeux. Non, Étienne. Je fais ça parce que, pour la première fois depuis des années, j'ai décidé de me respecter. Pendant des années. J'ai toléré ton indifférence, ta honte envers moi, tes demandes constantes d'argent sans un mot de remerciement. Je t'ai laissé m'utiliser, espérant qu'un jour tu me verrais non seulement comme une source de soutien financier, mais comme une mère qui t'aimait et méritait du respect. J'ai marqué une pause, sentant les larmes monter à ma gorge mais les retenant. Mais tu as franchi la ligne hier. Chasser ta propre mère d'un mariage n'est pas seulement irrespectueux, c'est cruel. Et je ne le tolérerai plus. Étienne se tenait là, respirant fort, les mains serrées en poing. Tu vas le regretter, a-t-il dit à travers ses dents, je te le jure. Tu vas le regretter. La seule chose que je regrette. Ai-je répondu. Ce sont les années que j'ai passées à te laisser me manipuler. Mais c'est fini. Toi. Toi. Il bégayait de rage, incapable de trouver les mots. Que vais-je dire à Claire? À ses parents. Ils attendent une explication. Dis-leur la vérité. J'ai haussé les épaules, que tu as chassé ta mère du mariage, et qu'elle a retiré son soutien financier. Ou invente quelque chose. Tu as toujours été inventif avec les excuses. Étienne a attrapé une tasse sur la table et l'a jetée au sol avec force. La porcelaine s'est brisée, le marc de café éclaboussant le linoléum de la cuisine. Ce n'est pas fini, a-t-il sifflé. Je trouverai un moyen de te faire payer pour ça. Et l'argent pour l'éducation d'Amélie. Je contesterai ces fonds. C'est ma fille. J'ai le droit de... Tu peux essayer, ai-je dit calmement. Mais le fonds est juridiquement irréprochable. Mon avocat s'en est assuré. L'argent appartient à Amélie, et ni toi ni moi ne pouvons le prendre. Non. Son visage s'est tordu de rage impuissante. Il s'est retourné et s'est dirigé vers la sortie, balayant tout ce qu'il pouvait attraper sur le plan de travail. Salière, sucrier, vase de fleurs artificielles. Je ne veux plus te voir. A-t-il crié, se retournant dans l'embrasure de la porte. Tu n'es pas ma mère. Tu n'as jamais été une vraie mère pour moi. Ces mots auraient dû me blesser, mais étrangement. Je n'ai ressenti que du soulagement. C'était comme si le dernier fil qui me reliait à une relation toxique s'était enfin rompu. Au revoir, Étienne, ai-je dit doucement. Il a claqué la porte si fort que le verre a tremblé. Je l'ai entendu démarrer la voiture et partir en faisant crisser les pneus. Je me suis enfoncée dans mon fauteuil, regardant les éclats de la tasse sur le sol. Symbolique, notre relation était aussi brisée, et il était impossible de la reconstituer. Mais au lieu de l'amertume, je ressentais un calme étrange. Pour la première fois depuis des années, je faisais ce que je pensais être juste, sans m'adapter aux attentes de mon fils.
sans sacrifier ma dignité pour ses caprices. La sonnerie du téléphone m'a tiré de mes pensées. Le nom d'Amélie est apparu à l'écran. J'ai soupiré et répondu. Mamie, la voix de ma petite fille semblait inquiète. Tu vas bien? Papa vient de m'appeler. Il était furieux. Je vais bien, ma chérie, ai-je répondu. Ton père est pas... Nous avons parlé, il est contrarié. Mais il s'en remettra. Il a dit que tu m'as donné l'argent du mariage pour mes études. C'est vrai. J'ai souri. Oui, c'est vrai. J'ai créé un fonds fiduciaire à ton nom. L'argent sera disponible pour payer tes frais de scolarité, université, école supérieure, ce que tu veux. Chut, mais, mamie, Amélie semblait choquée. C'est une somme énorme. Je ne peux pas. Tu peux, l'ai-je interrompu doucement. Et c'est le meilleur investissement que je puisse faire. Tu es une fille intelligente et talentueuse. Utilise cet argent pour obtenir une éducation, construire une carrière, devenir indépendante. Je ne sais pas quoi dire. J'entendais des larmes dans sa voix. Merci, mais j'ai peur que papa ne te parle plus du tout maintenant. C'est son choix. Ai-je soupiré? Je serai toujours prête à me réconcilier s'il le veut vraiment. Mais je n'accepterai plus le manque de respect et l'indifférence. Je comprends, a dit Amélie doucement. Je suis de ton côté, mamie. Ce qu'il a fait au mariage était affreux. Nous avons encore parlé. Amélie a révélé que Claire et ses parents étaient partis tôt ce matin, laissant Étienne seul au motel. Il semble que non seulement le mariage n'a pas eu lieu, mais que le mariage lui-même était en péril. Après avoir parlé à ma petite fille, je me suis mise à nettoyer les éclats de la tasse et le désordre qu'Étienne avait fait, en balayant le sol. Je réfléchissais à l'avenir. Peut-être était-il temps de changer. Saint-Émilion portait trop de souvenirs douloureux. Peut-être valait-il mieux déménager ailleurs. Commencer un nouveau chapitre de vie. Après avoir fini de nettoyer, je me suis assise à l'ordinateur et ai ouvert un site d'annonces immobilières. Juste pour regarder, explorer les options. Rien de précis. Juste des pensées sur les possibilités. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était François de la banque. Madame Dubois, je vous appelle pour vous informer que le fonds fiduciaire, au nom d'Amélie Dubois, a été exécuté avec succès. Tous les documents sont en ordre. L'argent a été transféré. Vous devrez passer à l'agence pour signer quelques papiers. Merci, François. Je passerai cet après-midi. Il a continué. Votre fils a appelé la banque, essayant de connaître les détails du fonds, disant que c'était une sorte d'erreur. J'ai soupiré. Il n'y a pas d'erreur. François, le fonds a été créé à mon initiative et est entièrement conforme à mes souhaits. C'est ce que je lui ai dit. Madame Dubois, mais il était persistant. Il a menacé d'une action en justice. Et qu'il menace. Ai-je répondu calmement. Il n'a aucun motif pour contester la disposition de mes propres fonds. Nous avons terminé de parler, et je suis revenue à regarder les annonces immobilières. Maintenant, je regardais non seulement les maisons dans d'autres villes, mais aussi les croisières. Toute ma vie. J'ai rêvé de voir le monde, mais j'ai repoussé ce rêve. D'abord pour ma famille, puis pour mon entreprise, puis pour Étienne et ses besoins. Il était temps de commencer à vivre pour moi. Et pour la première fois depuis des années, cette pensée ne me faisait pas me sentir coupable. La lumière du soleil inondait la terrasse de ma nouvelle maison à Aix-en-Provence. J'étais assise dans un fauteuil en osier, sirotant une limonade glacée et regardant le magnolia osciller dans la brise. 4 mois s'étaient écoulés depuis le jour où ma vie avait été bouleversée, le jour du mariage raté d'Étienne. Ces mois avaient filé dans les tracas et les décisions qui auraient dû être prises il y a longtemps. La vente de la maison à Saint-Émilion avait été étonnamment rapide. Elle était partie en 3 jours à un prix supérieur au marché. C'était comme si le destin lui-même me poussait à changer. La recherche d'une nouvelle maison avait pris un peu plus de temps. Mais quand j'ai vu cette petite maison à un étage, confortable, avec une terrasse et un jardin dans un quartier calme d'Aix-en-Provence, j'ai tout de suite su que c'était ce qu'il me fallait. Déménager à 64 ans semblait insensé à beaucoup de gens. Mes voisins à Saint-Émilion secouaient la tête et disaient qu'à mon âge, il valait mieux rester là où tout était familier. Mais je sentais que c'était maintenant, avec la majeure partie de ma vie derrière moi, que j'avais besoin de changement. J'avais besoin d'un nouvel air, de nouveaux visages, de nouvelles opportunités. J'ai passé mes premières semaines à Aix-en-Provence à organiser ma maison. J'ai acheté des meubles,
des rideaux, de la vaisselle. Toute neuve, rien de ma vie d'avant. C'était comme repartir de zéro. Ensuite, j'ai commencé à explorer la ville, ses parcs, ses musées, ses restaurants, ses magasins. Je me suis inscrite à des cours d'aquarelle au centre communautaire local. Jeune fille, j'aimais peindre, mais j'avais abandonné quand j'avais commencé à développer mon entreprise. Maintenant, des décennies plus tard, le pinceau était de retour dans ma main, comme un vieil ami à retrouver. Mon téléphone a vibré. C'était un message d'Amélie. Elle avait envoyé une photo de son projet étudiant, un modèle architectural élaboré. La légende sous la photo disait: J'ai eu la meilleure note. Merci pour l'opportunité d'aller en école supérieure. Mamie, j'ai souri. Après l'histoire du mariage, Amélie s'était inscrite à un programme de master en architecture, réalisant un rêve de longue date qu'elle avait auparavant considéré comme irréalisable à cause du coût élevé des frais de scolarité. Maintenant, grâce au fonds que j'avais créé pour elle, elle pouvait se concentrer pleinement sur ses études sans se soucier des finances. Amélie était la seule personne de ma vie précédente avec qui je gardais un contact régulier. Nous nous appelions tous les 2 ou 3 jours, échangeons des messages. Et le mois dernier, elle était même venue me rendre visite pour le week-end. Nous nous sommes promenés dans le centre historique d'Aix-en-Provence, avons pris un café dans des cafés cosy et avons discuté de ses études et de ma nouvelle vie. À un moment donné, la conversation a inévitablement touché Étienne. Papa est toujours en colère, a dit Amélie alors, regardant dans sa tasse. Il ne parle pas de toi, mais quand je mentionne ton nom, son visage se crispe. J'ai hoché la tête, c'était prévisible. Étienne n'a jamais été doué pour pardonner, même enfant. Il pouvait bouder pendant des semaines pour la moindre offense. Et sa relation avec Claire, ai-je demandé, ont-ils fini par se marier? Amélie a froncé le nez. Oui, si on peut appeler ça un mariage. C'était pathétique. Elle m'a raconté ce qui s'était passé après l'échec de la première cérémonie. Claire était furieuse. Ses parents exigeaient que les fiançailles soient rompues, mais Étienne a réussi à les convaincre de lui donner une autre chance, promettant d'organiser un nouveau mariage. Modesh Maisjig. La cérémonie a eu lieu 3 semaines après la première tentative. Au lieu de l'hôtel Château de Lumière luxueux, un petit restaurant en périphérie de Saint-Émilion, au lieu de 100 invités, seulement 30 amis proches et membres de la famille. Au lieu de musique live et de danse jusqu'au matin, un DJ avec un ordinateur portable pour 2 heures. Au lieu de l'Italie pour la lune de miel. Un week-end dans la station balnéaire la plus proche. C'était tellement gênant, a rappelé Amélie. Tous les invités savaient pour le fiasco du premier mariage. Tout le monde chuchotait. Les parents de Claire étaient assis avec des visages comme s'ils assistaient à un enterrement. Pas à un mariage. Claire elle-même souriait de force. Et papa avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Je pouvais imaginer la scène. Étienne, qui avait passé sa vie à essayer d'impressionner les autres, devait se sentir humilié. Tu sais ce qui est ironique, a continué Amélie. Dans son discours, papa a remercié les parents de Claire pour leur soutien financier, mentant devant tout le monde, comme s'ils avaient payé pour le premier mariage. Pas toi. J'ai secoué la tête. Typique d'Étienne. Il préférait mentir plutôt qu'admettre une vérité qui le faisait mal paraître. Et Claire, comment se sent-elle vis-à-vis de ton père maintenant? Je ne sais pas. Amélie a haussé les épaules. Ils restent ensemble. Mais quelque chose a changé entre eux. Claire lui reproche constamment ses fautes, comme s'il lui devait quelque chose. Et lui, il est devenu un peu timide. Il a perdu son assurance habituelle. Elle semblait compatissante. Et je savais que, malgré tous ses défauts, Étienne restait son père. Amélie l'aimait, même si elle voyait ses faiblesses. A-t-il demandé de mes nouvelles? Ai-je demandé? Non. Amélie a secoué la tête. Mais il sait qu'on communique. Parfois, quand je suis au téléphone avec toi et qu'il est à côté, je remarque qu'il écoute. Je pense qu'au fond, tu lui manques. Mamie, c'est juste que son orgueil ne le laisse pas l'admettre. Je n'ai pas commenté cette supposition. Il y avait assez d'illusions dans notre famille, et je ne voulais pas en créer de nouvelles. Si Étienne me manquait vraiment, il savait comment me contacter. Mon numéro de téléphone n'avait pas changé. Les souvenirs de cette conversation avec Amélie se sont lentement dissipés, et je suis revenue au moment présent, à ma terrasse à Aix-en-Provence, où le soleil commençait à décliner. J'ai fini ma limonade et suis rentrée dans la maison.
Il y avait des papiers sur la table qui demandaient mon attention, des brochures de la compagnie de croisière, la confirmation de réservation, la liste des choses dont j'avais besoin. Dans 3 jours, j'embarquais pour une croisière dans les Caraïbes, un voyage de 2 semaines sur un paquebot de luxe avec des escales sur plusieurs îles. Un rêve que j'avais chéri pendant des décennies devenait enfin réalité quand j'étais jeune. Henri et moi parlions souvent d'un tel voyage. Un jour, quand l'entreprise sera stable, quand Étienne aura grandi. Mais Henri est mort sans jamais voir les plages des Caraïbes, et j'ai continué à repousser ce rêve, d'abord à cause du travail, puis à cause des obligations envers mon fils. Maintenant, je le faisais enfin pour moi. Le voyage était coûteux, mais je pouvais me le permettre. Après avoir vendu ma maison à Saint-Émilion et acheté une nouvelle maison à Aix-en-Provence, il me restait une somme considérable, du plus. Mes investissements continuaient de générer un revenu stable. Je pouvais m'offrir de petits luxes sans m'inquiéter pour l'avenir. Bien sûr, il y avait des moments de doute. Une voix dans ma tête, étrangement similaire à celle d'Étienne, demandait: Et si tu tombes malade, qui s'occupera de toi dans une ville étrangère? Ne vaudrait-il pas mieux économiser pour les jours difficiles? Mais j'ai appris à faire taire cette voix. La vie est trop courte pour toujours remettre le bonheur à plus tard. Ma nouvelle conseillère financière, une jeune femme nommée Valérie, m'a pleinement soutenue dans cela. Femme du bois? A-t-elle dit lors de notre première rencontre, avec votre capital est une approche sensée des dépenses, vous pouvez vivre pleinement tout en maintenant un coussin de sécurité financière. Vous avez travaillé dur pour construire cette richesse. Il est temps d'en profiter. J'ai disposé sur la table les objets que je prévoyais d'emporter pour la croisière, un maillot de bain, le premier que j'achetais depuis des années, des lunettes de soleil, un chapeau à large bord, un appareil photo. À côté, il y avait un livre d'espagnol. J'avais commencé à l'apprendre il y a 2 semaines. Pour pouvoir communiquer au moins un peu avec les locaux sur les îles, le téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Sabine, ma nouvelle amie du groupe d'aquarelle. Nous avions convenu de dîner ensemble avant mon départ. Marguerite, tu es prêt? Je serai chez toi dans 20 minutes. Oh oui, Sabine. Je suis prête. Je t'attends. Je suis allée me changer. J'ai sorti de mon placard une robe fleurie légère, un autre achat récent. Je n'aurais pas osé porter quelque chose d'aussi coloré et juvénile à Saint-Émilion. J'aurais eu peur des regards moqueurs des voisins, des commentaires ironiques d'Étienne. Mais ici, à Aix-en-Provence, j'étais libre de ces peurs. Personne ne me connaissait comme la mère d'Étienne ou la veuve Dubois qui se tient à l'écart. J'étais simplement Marguerite, une nouvelle résidente en ville, prenant des cours de peinture et apprenant l'espagnol. Sabine est arrivée pile à l'heure. Une femme pétillante de 58 ans, avec une coupe courte et un rire communicatif. Elle était l'opposé complet de mes anciens amis de Saint-Émilion, divorcée, sans enfants. Elle avait parcouru la moitié du monde et travaillait comme photographe indépendante. Oh, quelle jolie robe! S'est-elle exclamée quand j'ai ouvert la porte. Elle te va à merveille. Tu vas faire sensation dans les Caraïbes. Nous sommes allés à la cave provençale, une petite cave à vin à Aix-en-Provence, où les tables en bois étaient éclairées par des chandelles et où l'odeur de la tapenade et du pain frais emplissait l'air. Pendant le dîner, Sabine m'a posé des questions sur ma croisière à venir dans les Caraïbes et m'a donné des conseils. N'oublie pas de goûter le rhum en Jamaïque, a-t-elle dit en sirotant un verre de rosé de Provence, et marchande dans les marchés. C'est tout un art là-bas. J'écoutais avec un sourire, notant mentalement ses conseils. Entre 2 bouchées de ratatouille, je ressentais le contraste entre ma vie d'avant à Saint-Émilion, où je vivais pour les attentes des autres, et cette nouvelle liberté à Aix, où je pouvais être simplement Marguerite, une femme qui apprend à peindre et à parler espagnol. Et ton fils? A soudain demandé Sabine. Il ne donne toujours pas de nouvelles. J'ai soupiré. Sabine connaissait l'histoire de mon conflit avec Étienne, pas tous les détails, mais l'essentiel. Non, et je ne m'attends pas à ce que ça change. Tant pis pour lui. A haussé les épaules Sabine. Tu sais, ma mère disait toujours, on élève les enfants pour le monde, pas pour soi. Ton fils vit sa vie, et tu as tous les droits de vivre la tienne. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour ces mots. C'était le genre de soutien qui m'avait manqué avant, pratique, sans sentimentalisme. Reconnaissant la réalité telle qu'elle était, après le dîner,
Sabine et moi avons fait une promenade dans Aix-en-Provence au crépuscule. La ville était magnifique à la tombée de la nuit. Vieille maison avec balcon, placée avec fontaine, arbres couverts de lierre. Nous sommes arrivés au cours Mirabeau, où les terrasses murées des cafés étaient pleines de vie. Dans 3 jours, je serai sur un bateau bien plus grand, ai-je dit, regardant les passants. Et ce ne sera que le début, a dit Sabine avec un clin d'œil. Après les Caraïbes, il y a la Méditerranée, l'Alaska, la Scandinavie. Ne va pas trop vite. Aïe, je ris. Laisse-moi d'abord gérer cette croisière. Nous nous sommes dit au revoir devant chez moi. Sabine m'a serré dans ses bras et a promis de m'accompagner à l'aéroport le jour du départ. Et ramène-moi un aimant de la Barbade, a-t-elle crié en montant dans sa voiture. J'ai déjà une collection. De retour chez moi, j'ai vérifié une dernière fois la liste des choses pour la croisière. Tout était prêt. Je me suis assise dans un fauteuil près de la fenêtre, regardant le jardin nocturne, éclairé par un lampadaire. Mes pensées sont revenues à Étienne. J'avais eu des nouvelles d'Amélie il y a 2 semaines, selon elle. Il avait pris un nouvel emploi, toujours dans le domaine de l'assurance, mais dans une entreprise plus petite avec un salaire moindre. Claire n'était pas contente, pensant que c'était un pas en arrière dans sa carrière. Mais Étienne semblait l'accepter. Il est devenu plus calme, avait dit Amélie. Moins vantard, plus réaliste. Peut-être que les leçons du mariage raté n'avaient pas été vaines. Peut-être qu'Étienne commençait enfin à réaliser que le luxe ostentatoire et le désir d'impressionner n'étaient pas les choses les plus importantes dans la vie. Ou peut-être étaient-ce juste mes illusions maternelles, voulant croire que mon fils avait le potentiel pour grandir et changer. Quoi qu'il en soit, j'avais pris la décision de ne plus laisser ses problèmes et son attitude envers moi définir ma vie pendant trop d'années. J'avais vécu en tenant compte de ses opinions, de ses besoins, de ses caprices. Ce chapitre était clos. J'ai attrapé l'album photo sur la table de chevet, la seule chose que j'avais emportée de ma vieille maison, en dehors de mes vêtements et de quelques documents personnels. J'ai feuilleté jusqu'à une photo prise il y a 35 ans. Mouais. Henri et le petit Étienne sur la plage. Nous sourions tous, heureux, insouciants. J'espère que tu approuverais. Henri, ai-je murmuré, passant mon doigt sur le visage de mon mari sur la photo. J'espère que tu dirais que je mérite cette nouvelle vie. J'ai refermé l'album et l'ai remis à sa place. Demain était le dernier jour de préparatifs pour le voyage. Je devais passer à la banque pour récupérer des devises, vérifier tous les documents une dernière fois et finir de faire mes valises. Et dans 3 jours, je serai sur le pont d'un immense paquebot de croisière, regardant la côte disparaître au loin et un vaste océan de possibilités s'ouvrir devant moi. C'est ainsi que j'imagine ma nouvelle vie, sans le poids des offenses passées, sans le fardeau des attentes injustifiées, sans le besoin de prouver constamment ma valeur. Juste une vie remplie de nouvelles impressions, de nouvelles rencontres, de nouvelles découvertes. Ma propre vie que j'avais repoussée si longtemps, mais qui avait enfin commencé avant d'aller me coucher. Je suis sortie sur la terrasse. Le ciel nocturne d'Aix-en-Provence était parsemé d'étoiles. Une légère brise apportait le parfum du jasmin du jardin du voisin. J'ai inspiré profondément, sentant le calme et la sérénité m'envahir. Merci, ai-je murmuré à quelqu'un que je ne connaissais pas. Peut-être au destin, peut-être à moi-même. Merci pour cette seconde chance. Ah, si, je vivais enfin la vie que j'avais toujours voulu. Et il y avait tant à voir, à ressentir, à découvrir. Une nouvelle vie venait de commencer.